Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï. Et dans le vif du sujet avec Anis Moraï tous les mercredis matins à partir de 8h sur RTCI jusqu'à 9h. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau projet qui sera lancé vendredi prochain. Un projet qui sera lancé par le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme. Le réseau lance son projet intitulé Mobilisation de la société civile dans le cadre des relations entre la Tunisie et l'Union européenne. Et ce matin, pour avoir tous les détails à propos de ce projet et le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, nous avons avec nous en direct, et on a le plaisir de recevoir Madame Lili Herbey. Elle est la coordinatrice générale du projet. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour à Afef, bonjour à Nice, bonjour à vos auditeurs et à vos auditrices, bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il faut dire bonne fête parce que c'est une commémoration, oui, mais il faut quand même marquer le coup, c'est une journée importante. Tout à fait. Donc il faut la célébrer. On discutera tout à l'heure après votre intervention par rapport à votre projet. Alors, Enis, on va entrer directement dans le vif du sujet. On demande à Madame Lili Herbey de nous présenter ce projet. Donc, le projet que vous allez lancer et qui sera lancé officiellement vendredi 11 avril à partir de 9h à Tunis. Oui, alors c'est un projet, donc comme son nom l'indique, c'est un projet qui s'intitule Mobilisation de la société civile dans le cadre des relations entre l'Union européenne et la Tunisie. Donc l'idée de ce projet, c'est en fait de créer une sorte de plateforme dans laquelle donc on pourrait instaurer un dialogue entre d'une part la société civile et l'Union européenne et la société civile tunisienne et le gouvernement tunisien. Donc en gros, c'est essayer de discuter, donc de faire le plaidoyer. Donc l'idée, c'est que la société civile tunisienne, sous plusieurs thématiques qu'on détaillera peut-être tout à l'heure, donc ils vont faire le plaidoyer, qui vont voir un peu les instruments donc qui existent, donc de partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie, et à travers ces instruments de faire le plaidoyer donc auprès de l'Union européenne, mais également auprès des autorités, enfin du gouvernement tunisien, pour faire avancer, disons, les choses pour qu'elles soient conformes aux principes des droits de l'homme, donc aux principes universels. Lorsque vous dites plaidoyer, qu'est-ce que vous entendez par le terme plaidoyer? Alors plaidoyer, en fait, on le sait, donc sur les 4 thématiques, si vous voulez, on peut en discuter tout de suite. Donc les 4 thématiques qui ont été choisies dans le cadre de ce projet sont la thématique genre, donc l'égalité des droits entre hommes et femmes en Tunisie, la thématique réforme de la justice, qui est une thématique très importante, la thématique droits économiques et sociaux, et la thématique migration, mobilité et migration. Donc dans ces 4 thématiques, bien entendu, il y a encore beaucoup à faire en Tunisie. Donc, ce sont donc pour chacun des volets, donc vous le voyez déjà, droits des femmes, c'est vrai qu'il y a eu consécration disons, des droits des femmes, des acquis historiques de la femme dans la Constitution, mais cela ne suffit pas. Il n'y a toujours pas eu notification de la levée des réserves concernant la CEDEAO, donc par exemple. Et donc tout ça, il y a encore du travail qui reste à faire. Et donc là, la société civile devra continuer à se battre les prochaines années pour qu'il y ait des textes conformes, disons, à une certaine vision droits de l'homme de notre Constitution. Et le partenariat privilégié qui existe entre l'Union européenne et la Tunisie, donc dans ce partenariat privilégié qui est axé sur les droits de l'homme, donc la société civile peut utiliser, disons, ces instruments légaux, en fait, pour faire le plaidoyer, pour faire avancer les choses, pour s'assurer qu'en Tunisie, donc les choses continuent à être bâties selon les principes des droits de l'homme. Donc voilà, utiliser les instruments qui existent, les connaître et faire du plaidoyer d'une manière donc plus systématique, plus donc c'est l'advocacy dans son sens, disons, le plus pointu. D'accord.
Oui. Là, je voudrais m'attarder un peu sur les thématiques. Pourquoi le choix de ces 4 thématiques précisément? Alors en fait, ce sont, je dirais, pour le réseau, à part la thématique droits économiques et sociaux, qui est une thématique qui est nouvelle, mais ce sont des thématiques qui ont été toujours les axes de travail du réseau. Donc sur la mobilité, la migration, n'oubliez pas. Qui existe, je suppose, dans certains autres pays. Enfin oui, le réseau, il est étendu sur plus d'une trentaine de pays en fait. Si vous voulez, on peut dire. C'est des pays en voie de développement ou... Alors non, pas du tout. Alors le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, comme son nom l'indique, est né en 97. Disons 2 ans après le processus le commencement du processus de Barcelone. Donc le processus de Barcelone de 2005 a toujours pour objectif de créer des synergies entre les États de l'Union européenne et le pourtour de la Méditerranée. Ce sont les riverains de la Méditerranée. Et donc 2 années en gros plus tard est né le réseau, donc qui est en fait une sorte d'initiative parallèle de la société civile qui voulait s'assurer que ce qui est fait politiquement donc est conforme aux objectifs donc humains des droits de l'homme. Et donc voilà, est né le réseau. Donc aujourd'hui regroupe plus de 90 associations entre associations donc qui se trouvent aussi bien au sein de l'Union mais sur le pourtour de la Méditerranée. Donc il y a plus de 30 pays qui sont associés et voilà, donc l'idée c'est de tous les côtés d'essayer donc de faire en sorte que dans ce processus là la voix de la société civile, le respect des droits de l'homme soit respecté. Donc voilà, ça c'est l'idée. Et donc parmi les thématiques, bien entendu, la thématique migration qui touche énormément donc cette rive, on va dire entre le nord et le sud. Donc il y a des flux migratoires, il y a des problèmes immenses. Et donc bien entendu, naturellement, je pourrais dire, le réseau s'est intéressé à ces aspects de migration et de mobilité. Donc c'est donc quelque part une thématique naturelle, surtout qu'en Tunisie, nous sommes touchés de plein fouet par ce phénomène de mobilité, que le droit en Tunisie reste très en retard, pour ne pas dire, il reste donc tout est à revoir sur cet aspect-là en Tunisie. Donc il y a des choses, c'est vrai qu'aujourd'hui on sent quand même qu'il y a une volonté, même timide, même si les instruments n'existent pas encore, mais disons il y a une volonté et j'espère que cette volonté va continuer. De toute façon, dans ce projet, on a vu qu'il y a une réponse très favorable de la part du gouvernement, donc qui dépêche pour la journée, par exemple, d'ouverture. Donc nous aurons donc le ministre des Affaires étrangères, mais également donc nous aurons plusieurs directeurs secrétaire général de l'UGTT aussi. Oui, bien sûr. Ça, mais je parle côté gouvernement. Donc tout à l'heure, on va parler un peu à ce projet. Alors et donc voilà, et on a eu des échos, disons, positifs donc envers la société civile donc dans ce projet-là. Donc voilà pourquoi ces thématiques. Donc je vous disais par exemple la thématique de la migration, c'est quelque part naturel. Ensuite droits des femmes également. Donc ça fait partie, disons, des droits de l'homme. C'est pour nous, c'est le b.a.-ba, quelque part. Et aujourd'hui, il reste beaucoup à faire. Il y a encore des craintes, comme on le sait tous, de la part de la société civile, que ces droits ne soient pas consacrés. Disons, ils ont été consacrés dans la Constitution, mais on a vu aussi que dans la Constitution, il y a certaines ambiguïtés qui font peur aux associations et aux ONG donc, qui travaillent pour l'égalité des droits. Donc c'est un travail qui est à faire, donc d'où ces thématiques. Alors, excusez-moi, mais la réforme de la justice, là, vous ne trouvez pas que c'est un sujet qui touche un peu à la souveraineté de la Tunisie, s'il est un peu... Alors ici, donc il n'est pas... Non, pas du tout. Donc ici, en fait, sur la réforme de la justice, il y a aussi des droits fondamentaux des justiciables. Donc il y a ici deux principes. Alors en fait, si vous voulez, il y a deux grandes dimensions. Il y a une dimension qui intéresse les citoyens et la société civile. Un, c'est l'indépendance de la justice. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'indépendance de la justice, on ne peut pas avoir de démocratie. Et donc la démocratie, c'est l'affaire de tous.
Hein, c'est pas une affaire de souveraineté de l'État. L'État lui-même, de toutes les façons, parle le discours officiel, mais également dans la pratique, je l'espère. Donc cette volonté d'indépendance de la justice était aussi une des revendications de la Révolution. Donc c'est pas intervenir dans les affaires de l'État que de dire que l'État, donc l'indépendance de la justice, c'est un fait. Et de l'autre côté, donc il y a le droit du justiciable et également certains droits. Il y a par exemple les réformes des pénitentiaires, des institutions pénitentiaires. Des institutions pénitentiaires, mais également les délais d'attente. Il y a des choses qui touchent le citoyen, disons, dans sa vie quotidienne, tous les jours. Donc là, on sait très bien qu'il y a certains procès qui durent des années, c'est pas normal. C'est vrai, encore une fois, la Constitution a fait certaines choses puisqu'elle a garanti certains droits aux justiciables, mais maintenant il va falloir donc promulguer des textes de loi qui vont accompagner cette Constitution, et il faudrait que la société civile s'assure que ces textes soient promulgués d'une manière, disons, à assurer des droits aux justiciables et à s'assurer qu'il y ait effectivement une indépendance de la justice. Concrètement, par rapport à ce réseau dont vous êtes partie, que vous êtes donc la coordinatrice générale, concrètement, comment ça va se faire? Est-ce que vous avez contacté des associations? Est-ce que vous avez donc une base de données de ces associations? Comment la société civile a été appréhendée? Alors, donc concrètement, en fait, donc le réseau, un des objectifs ou bien comment fonctionne le réseau. Le réseau, c'est une plateforme d'associations. Donc l'idée, c'est de mettre justement en réseau le maximum d'associations. C'est libre, hein, nous sommes la société civile. Le maximum d'associations pour qu'elles travaillent. C'est-à-dire n'importe quelle association peut. Oui, parce qu'il y a par exemple, du projet du réseau. Donc vous avez entendu parler de Jamaïti. Donc c'est une plateforme qui contient aujourd'hui plus de 1300 associations. Donc c'est ouvert à tout le monde. À partir du moment, donc toutes les associations peuvent faire partie de ce réseau à partir du moment où elles respectent les droits de l'homme. Donc voilà, c'est la seule condition donc à une association, à partir du moment où elle va dans cette mouvance de respect des droits de l'homme, peut faire partie. Est-ce que des associations islamistes peuvent tout à fait tout à fait, bien sûr, pourquoi pas, mais si, bien entendu. Vous avez déjà reçu des associations islamistes dans votre réseau? Il y en a certainement, sur 1300 Non, je parle des associations donc qui existent réellement. Est-ce que vous avez donc des... Je ne crois pas que la question s'est jamais posée, en fait, de ce point de vue-là. Elles sont islamistes ou elles ne le sont pas. Pour nous, c'est elles peuvent. Ça veut dire quoi, islamiste? Donc, si elles respectent les droits de l'homme, si elles croient donc à ces valeurs-là, bien entendu, elles sont. Maintenant, si vous me dites, est-ce qu'une association qui ne croit pas dans ces valeurs-là, qui ne croit pas à la démocratie, qui ne croit pas à l'égalité homme-femme, qui ne croit pas donc à tous ces principes-là, elle-même n'aura pas. Je ne vois pas pourquoi elle viendrait s'associer à ce réseau. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas eu des cas d'exclusion ou pas du tout. Au contraire, c'est une plateforme qui se veut la plus ouverte possible à toutes les associations. C'est une aide en fait. Il n'y a pas un objectif derrière. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que voilà le réseau devrait avoir. C'est aider en fait le réseau. Son rôle, c'est d'être une plateforme, d'aider, de mettre en relation, de créer des synergies entre les différentes associations pour mieux faire aboutir les choses. Voilà. Donc jamais la question s'était posée. Oui. Par rapport aux appartenances des associations. Les appartenances, elles peuvent être ce qu'elles veulent à partir du moment où... Elles respectent, c'est votre premier et seul critère. Le seul, c'est de le respect des droits de l'homme. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous poser une question par rapport à votre travail. Comment vous allez l'appliquer? Comment vous allez appliquer ce travail, les moyens et les outils dont, voilà, ce projet, les moyens et les outils dont vous disposez? Alors, donc, en fait, ce projet-là, donc, dans sa méthodologie, donc là, nous avons vu qu'il y a 4 thématiques de base sur lesquelles donc, vont travailler les associations. Donc, les associations donc, vont être, il y a une quinzaine à vingtaine, ça dépend, c'est encore ouvert, c'est même pas encore complètement fermé. Donc, d'associations, donc il y a certaines associations qui sont des associations historiques, telles que la FT2S, la Ligue des droits de l'homme, donc l'UGTT. Donc il y a certaines associations qui font partie des 4 groupes. Il y a d'autres associations qui sont nées
après la Révolution qui sont vraiment très actives. Et nous avons veillé à ce qu'il n'y ait pas uniquement des associations du Grand Tunis qui soient d'impliquer un peu les régions. Voilà, donc on a fait des visites régionales un peu partout sur la Tunisie et donc les associations. Vous êtes allé où? Alors on a été à Gasserine, on a été au Kef, on a été on a été dans le sud à Djerba, on a été à Gafsa, donc on a été du côté de Sfax, Jbenienne. Est-ce que vous avez remarqué que la société civile là-bas est en train de prospérer, que des associations travaillent Alors réellement, moi je le sais parce que ça fait longtemps que je travaille dans la société civile, donc que je suis active dans la société civile. Et là également sur ce projet-là, moi j'ai vu des associations très 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 actives sur toute la Tunisie. Donc parfois dans des coins les plus reculés de la Tunisie où on entre donc pratiquement dans les champs et vous avez des associations qui sont là avec des moyens par rapport, mais réellement dérisoires, mais vraiment, mais c'est des gens qui travaillent, qui font du terrain, c'est des gens qui donnent énormément, qui passent leur temps, et les personnes donc qui sont impliquées, j'ai vu différents profils, j'ai vu des personnes, c'est vrai, il y a beaucoup d'enseignants. Des maîtresses d'école, mais aussi des directrices d'école, par exemple pour ce qui est la thématique genre, mais également des personnes analphabètes qui conduisent. Parfois, il y a des anecdotes très sympathiques, donc des femmes qui ne savent pas lire et écrire, et pourtant qui sont là, qui sont actives, qui discutent avec les gens dans les tout petits villages hameaux, donc qui viennent, qui apprennent donc aux femmes leurs droits. À travers soit des discussions, soit il y a aussi plein d'efforts de créer des petits métiers, c'est-à-dire allier les deux, c'est-à-dire on leur apprend leurs droits, mais d'autre part on leur inculque un métier ou un savoir-faire, donc à travers des choses parfois faire un peu de l'économie sociale. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a j'ai vu des projets, ce ne sont pas des projets donc directement du réseau, mais de ces associations-là où il y a une formation sur comment faire des gâteaux traditionnels, sur comment donc des choses, donc elles sont là, elles apprennent quelque chose, un métier donc qui permet d'amener quelques revenus à la famille. Parfois c'est des familles, des personnes de milieux très modestes, et en même temps donc elles discutent des droits de ce qui est en Tunisie. Et ce qui est formidable, c'est que parfois on se dit que voilà, c'est localisé dans les grandes villes à Tunis, etc. Mais non, les discussions politiques avec un grand P, c'est-à-dire qui touchent à tous les domaines, existent dans toutes les régions et sur toute la Tunisie. Les gens sont encore aujourd'hui très très impliqués dans la vie publique. Oui, donc on va revenir à la question. Comment vous allez appliquer ce projet? Est-ce que votre logistique, elle est purement financière ou elle est donc dans le savoir-faire Alors ici, non, c'est pas financier. Donc vous n'allez pas financer donc des associations? Non, pas du tout. Donc c'est pas l'objectif du tout de ce projet-là. Ce projet-là, donc ici, il y aura du renforcement des compétences, mais il y aura beaucoup de débats. Il y aura des prises de position communes. Il y aura alors aussi donc quelque part dans le renforcement des compétences, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait que toutes ces associations qui sont très actives, peut-être qu'elles ne connaissent pas, et pour beaucoup d'entre elles, un peu, disons, la structure de l'Union européenne, donc où il faut taper, chez qui, enfin taper, c'est dans le se diriger. Voilà, se diriger. Donc comment ça fonctionne, quelle est la structure, comment présenter. Donc les instruments eux-mêmes ne sont pas connus. Donc ce que les conventions, donc le partenariat. Donc vous êtes un point de relais finalement entre l'Union européenne et puis les associations. Le partenariat privilégié, c'est même nous, on est une plateforme. Parce qu'on n'oublie pas, Afef, que l'Union européenne, comme certaines autres structures, finance hors des canaux de financement. Et si j'ai bien compris, donc l'initiative de l'Euromed, c'est essentiellement de montrer à ces associations comment elles peuvent financer leurs activités, non, je parle des canaux, comment financer les canaux. C'est-à-dire quelle porte
où va-t-on se diriger lorsqu'on a envie, par exemple, de promouvoir l'égalité des droits et des femmes? Quelle structure adéquate sera là pour financer? Voilà, c'est ça. Donc, mais ici, c'est pas vraiment le côté financement est à côté. C'est beaucoup plus les instruments, disons, légaux, les textes. C'est les textes. Donc, ici, il y a des accords. Donc, dans le cadre du partenariat privilégié, donc, il y a des accords, il y a des textes qui consacrent certaines choses. Donc, parce que le partenariat privilégié, donc, c'est trois axes. Donc, il y a un partenariat politique, économique et social, et donc le rapprochement, disons, entre les peuples. Donc, ces trois axes principaux. Et sur ces axes-là, donc, il y a des termes de coopération entre l'Union européenne et la Tunisie, donc qui font que la Tunisie, bien entendu, s'est engagée à faire respecter donc les droits de l'homme, et donc la société civile doit connaître un peu tous ces instruments-là pour dire voilà, par exemple là, théoriquement nous devons faire ceci, voilà, on s'est mis d'accord, la Tunisie donc a signé cet accord-là, et voilà les moyens mis en œuvre pour l'appliquer. Voilà, mais déjà le fait de connaître l'existence de ces textes-là, c'est ça le plaidoyer. Donc c'est connaître un peu. Donc c'est une vulgarisation finalement de ces textes-là. C'est beaucoup plus, parce que ces associations sont appelées à faire vraiment du plaidoyer, à faire, c'est le travail d'avocat en fait. Et un avocat, s'il ne connaît pas ces textes juridiques, ben, il pourra pas faire avancer sa cause. Donc c'est ça, c'est une connaissance des textes qui lient un peu l'Union européenne à la Tunisie dans le cadre donc du partenariat privilégié. Voilà. Là, on va terminer avec la journée du vendredi. Quel sera le programme de cette journée? Le lancement donc aura lieu vendredi à Tunis. Alors en fait, voilà le programme. Donc il y a deux parties dans cette journée. Il y a une partie publique. Donc qui sera la matinée donc du vendredi du 11, et l'après-midi ça sera des travaux en atelier. Alors la première partie, donc la matinée, donc mais la structure en fait nous l'avons imaginée uniforme sur toute la journée, puisque ici il s'agit d'un partenariat donc dans lequel la société civile donc va discuter d'un côté avec l'Union européenne et de l'autre côté va faire son plaidoyer auprès du gouvernement. Donc à chaque fois on aura l'intervention de personnes qui vont représenter le gouvernement, des personnes de l'Union européenne, de la délégation de l'Union européenne, et des experts de la société civile sur les différentes thématiques. Donc à cette ouverture, donc nous ferons l'honneur d'être présent, donc Monsieur le ministre des Affaires étrangères, donc Monji Hassi, Monsieur Monji Hamzi. Donc on aura Madame, Son Excellence Madame Laura Baïza, qui est ambassadeur de la délégation européenne en Tunisie. Donc on aura Son Excellence François Gouyette, donc ambassadeur de France. On aura Sihoussine Rabessi, mais donc on aura également donc la LTDH. Donc voilà, ça sera pour la journée d'ouverture, la matinale. Donc la matinale, donc on aura à chaque fois. La matinale qui est ouverte au public. Alors bien, oui, elle est ouverte au public. Ça sera donc, en fait, chaque partie va présenter donc la société civile son point de vue, l'Union européenne son point de vue et le gouvernement tunisien son point de vue. Et l'idée, c'est de réfléchir ensemble sur comment la société, ou quels instruments a aujourd'hui la société civile pour discuter avec, disons, aussi bien le gouvernement que... et l'après-midi, elle sera... L'après-midi, donc nous avons des ateliers, idem, donc il y aura les 4 elle ne sera pas ouverte au public. Voilà. Donc l'après-midi, ce sont des séances donc de ces groupes formés où il y aura également intervention d'un expert de la société civile, disons un représentant du gouvernement, donc sur les 4 ministères qui sont concernés, donc le secrétariat d'État de la femme de la famille, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice et le ministère de l'économie et des finances. Donc chacun va envoyer un représentant.
Donc, du côté de la délégation EDEM, donc on aura un représentant sur chacune des thématiques parce qu'ils ont la même chose. Donc, c'est nos partenaires qui ont à peu près la même structure. Donc, on aura l'équivalent. Et également, pour la société civile, nous aurons des experts de la société civile qui vont donner le point de vue de la société civile, un état des lieux, donc qui provient de la société civile. Donc l'idée, encore une fois, et je pense que c'est une initiative qui n'a pas de précédent dans le monde, c'est-à-dire cette implication de la société civile réellement dans les affaires du pays. On a vu la réussite du quartet donc dernièrement, donc c'est ce qui a sauvé un peu la Tunisie des schémas catastrophiques que connaissent aujourd'hui des pays comme l'Égypte, etc. En Tunisie, nous avons quand même la chance d'avoir une société civile qui est active et aujourd'hui nous avons également, je pourrais dire, la chance d'avoir des ouvertures réel du côté aussi bien donc du gouvernement que de l'Union européenne. Donc l'idée c'est de faire un melting, de mélanger tout ça pour sortir avec quelque chose de constructif, de discuter tout le monde entre nous, de ne pas quelque part se faire, disons, une guerre, même si chacun aura bien entendu ses positions, et c'est le rôle de chacun. Une société bien structurée doit avoir une société civile qui soit un peu le contrepoids, si vous voulez, un contre-pouvoir, et il faut qu'il y ait un gouvernement qui représente le pouvoir. Donc c'est ça le jeu de la démocratie. Mais là, c'est tout simplement avoir une plateforme de communication, discuter ensemble, toutes les parties concernées, pour faire avancer. Notre rôle en tant que société civile, c'est de nous assurer que ce qui se passera demain dans notre pays, aujourd'hui, demain, etc., aussi bien donc sur les textes juridiques, mais aussi dans la pratique, soit conforme, disons, aux droits de l'homme. Et après la journée du lancement, comment le Alors travail ensuite, sera donc il y organisé? aura des sessions, il y aura des visites de plaidoyer. Donc là, pour chacune des thématiques, donc il y aura des sessions de débat et de renforcement de capacité. Donc à chaque fois de 2-3 jours étalés sur une année et demie. Et à la suite de ça, chaque fois il y aura des visites de plaidoyer auprès de la délégation européenne. Donc une fois que le groupe se serait mis d'accord sur les principales recommandations, donc mais le groupe peut faire aussi autre chose. Nous, on donne la plateforme de discussion, mais le groupe peut décider, par exemple, si jamais il y a un événement qui est contraire aux droits de l'homme, disons, dans la thématique précise, peut décider de sortir un communiqué, ou bien de faire une conférence de presse, ou bien donc de faire son travail, disons, de société civile. Ceci n'empêche que chacune des associations fera quand même son travail le travail associatif de son côté, mais là, dans cette plateforme-là, il y a quand même des synergies et il y a quand même une force. Quand on est une vingtaine d'associations qui travaillent tous dans le même... Forcément, il va y avoir une mobilisation. Une mobilisation exactement plus importante. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, merci Madame Lili Herbey. Je rappelle, vous êtes la coordinatrice générale du projet lancé par le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, le projet de mobilisation de la société civile dans le suivi des relations Tunisie-Union européenne. Et le lancement de ce projet aura lieu vendredi prochain, vendredi 11 avril à partir de 9h à Tunis. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Excellente journée. Bonne journée à vous aussi. Là, on va marquer une courte pause musicale à Nice et on revient tout de suite après pour parler de la visite de Mahdi Jamaa aux États-Unis. À tout de suite. Dans le vif du sujet, continue toujours sur les ondes RTCI avec Anis Moray. Alors Anis, on a déjà annoncé le sujet suivant, la visite du chef du gouvernement aux États-Unis, et le chef du gouvernement a fait lui-même le bilan de sa visite lors de son retour. Et il a affirmé le grand soutien apporté par les États-Unis à l'expérience tunisienne et leur détermination à l'appuyer et à favoriser sa réussite. Qu'est-ce qu'on comprend à Nice?
Bah, visite? ce qu'on comprend de cette visite, c'est que Mehdi Jamaa a été reçu en grande pompe par le pays de l'oncle Sam. Il a eu droit à tous les honneurs. Il faut s'en réjouir, à mon avis. Mhm. Il a fait la visite historique, je pourrais dire, à Arlington. Ce ne sont pas tous les chefs d'État ou les chefs de gouvernement qui partent à Arlington. Arlington, c'est un cimetière de militaires qui comporte 300 000 tombes quand même pour les soldats américains qui sont tombés dans les guerres. Oui. Et même si personnellement j'ai décelé un peu de critiques par rapport à cette visite-là, comme quoi il fallait pas visiter un espace de cimetière là où des soldats américains sont tombés en Irak par un pays, par le chef de gouvernement d'un Tunisien, c'est du n'importe quoi. On essaie de faire de raccourcis, ce genre de raccourcis qui fait plus pleurer que marrer. Hein. Voilà. Mehdi Jamaa, on l'a vu dans cette vidéo avec Obama. Il a eu droit à un respect profond de la part d'Obama, avec à la clé une garantie de prêt de 500 millions de dinars pour essayer d'accompagner la Tunisie dans cette phase de transition très délicate. Oui. Il est passé aussi à Wall Street, là où il a rencontré aussi le PDG de Google, c'est pas rien, qui s'est déplacé de Los Angeles pour Je crois venir. savoir, il a fait 4000 km. Oui, c'est à peu partir près de la côte ouest à la côte est. Donc, il a traversé en diagonale les États-Unis, donc ça fait 4000 kilomètres carrés. C'est un peu, je pense, 3 fuseaux horaires. Donc voilà. Donc il y a eu aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est très important sur le plan économique, un partenariat entre les entreprises, le groupe d'entreprises Euronext, avec la bourse de Tunis, pour essayer de confirmer ce rapprochement sur le plan économique. Je pense que la Tunisie actuellement, avec ce gouvernement de technocrates, est en passe d'être soutenue par les grandes démocraties dans le monde, et notamment la Tunisie. Et qu'est-ce ce qui fait que Mehdi Jamaa, bien qu'il ne soit pas concerné par les élections, mais on le trouve caracolant à la deuxième position des intentions de vote des Tunisiens. C'est un peu... et là, on arrive à discuter... Il a gagné des points. Il a gagné parce que c'est un peu un signe, Rafef, que les Tunisiens en ont marre des politiques, en premier lieu, et en deuxième lieu, le style Mehdi Jamaa, c'est un style qui plaît, c'est un style d'une personne joviale. Le monde, c'est-à-dire les Tunisiens, certains Tunisiens le trouvent sincère, d'autres demandent à ce qu'il fasse un peu plus, qu'il soit un peu plus rapide dans ses actions, mais jusque-là, je pense que son bilan est assez positif. Assez positif. Il y a eu la révision de certaines nominations, pas toutes. Il y a eu le dossier de la Ligue de protection de la Révolution. De toutes les façons, il est en train de respecter la feuille de route et il faut soutenir ce gouvernement-là. On a vu des ministres qui sont en train réellement de s'atteler sur ce que la Troïka a causé comme dégâts et comme dommages à la Tunisie. Ce n'est pas facile. Ces gens-là n'ont pas une baguette magique, mais il faut croire en ce gouvernement, il faut croire en ce chef de gouvernement et se donner les moyens peut-être de rêver par rapport à un meilleur avenir. Voilà. Oui. On va rester un petit peu quand même à Nice sur ce sujet et d'après Mehdi Jamaa, d'après ses déclarations, les aides des États-Unis ne seront pas faites pour, on va dire, pour financer les dépenses publiques, mais plutôt c'est pour les investissements. Alors, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une conception libérale de l'économie. Et la conception libérale de l'économie voudrait qu'on n'emprunte pas de l'argent pour manger. Je choisis une petite métaphore comme ça. Oui, pour bien comprendre. Mais le problème, vous savez, même si nous sommes dans un ménage et que nous avons des difficultés financières, il serait suicidaire pour ce ménage d'emprunter de l'argent uniquement pour consommer. Non, il faut emprunter de l'argent pour créer de la richesse.
c'est ce qu'en Tunisie, nous ne sommes pas en train de faire. Nous avons un endettement terrible, nous avons des seuils qui sont, je dirais, très dangereux au niveau de la balance commerciale notamment. Et à mon avis, les Américains ne vont pas donner, de toutes les façons, même tous les pays qui aident actuellement, sont des aides qui sont dirigés vers des conceptions particulières ou vers donc des objectifs particuliers. Vous-même, lorsque vous allez demander un crédit à une banque, on ne va pas vous donner ce crédit-là pour faire ce que vous voulez, on va vous dire par exemple, donnez-moi les motivations de cet emprunt-là. C'est tout à fait normal pour un pays. En Tunisie, il ne faut plus donc continuer à je dirais, emprunter de l'argent pour consommer, pour la consommation, pour payer des fonctionnaires uniquement. Et malheureusement, ça se passe par des considérations un peu difficiles sur le plan économique et social, et notamment la réduction des dépenses publiques. Par la caisse de compensation générale, actuellement c'est un débat qui est en train d'être mis en place, mais un jour ou l'autre, le Tunisien va devoir se serrer la ceinture pour qu'on puisse dégager un peu la Tunisie de cette situation-là. Voilà. Oui. Lily Herbert, il voudrait intervenir, qui est restée avec nous donc, par rapport à ça. Oui, alors, en fait, oui, ça touche également la thématique droits économiques et sociaux, qui est un des volets de ce projet, mais également en tant qu'économiste, moi je suis économiste à la base. Alors Lily Herbert, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes économiste, vous êtes membre... Non, je suis docteur en économie, je suis donc directrice département économie, gestion, droit et humanité à l'École supérieure des communications de Tunis, où j'enseigne également. Donc ça, c'est ma vie professionnelle. Et de l'autre côté, donc il y a la vie associative. Ma vie associative. Je me suis impliquée, comme beaucoup de Tunisiennes et de Tunisiens, après la révolution, dans la vie publique, pour essayer de faire ma part de choses. Donc alors, par rapport à la thématique alors, que vous concernant défendez. cette thématique-là, donc moi je voudrais juste dire quelques mots. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse attention. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que s'il y a eu révolution en Tunisie, elle est partie. Le premier point de départ, c'est que les gens n'avaient pas de travail et qu'il y avait un problème de disparité entre les régions et entre les classes sociales. Donc les revendications de la Tunisie, des Tunisiens, à la base, étaient des revendications sociales. Maintenant, il va falloir trouver, et l'échec, il y a un échec aujourd'hui, c'est un constat d'échec, une révolution. Il n'y a pas de plus grand constat d'échec qu'une révolution, c'est-à-dire que toutes les politiques économiques qui ont été mises en place par les différents gouvernements, il n'y en avait une seule vision, donc ont montré leurs limites. Donc là, il va falloir qu'on pense à un nouveau modèle. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver le modèle tunisien. Tunisien. Alors, sans entrer dans des considérations, disons, ou bien dans des discours économiques. Voilà. Mais là, ce qu'il faudrait, alors parce qu'on entend beaucoup jacasser par rapport à ça, mais réellement, on n'a pas on est plus dans la logique, excusez-moi, on est plus dans la logique destructrice que constructive, parce que moi, j'ai rarement entendu un économiste au RAFEF qui présente réellement quelque chose, je dis bien, de concret. Alors voilà, concrètement, ce qu'on pourrait, alors ce que tu as dit, tout à fait, ça tombe sous le sens, c'est tout à fait logique. Donc les États-Unis vont essayer d'aider, mais n'oublions pas, les États-Unis, c'est un courant libéral. Et je suis pas, il faut pas encore une fois, donc il faut pas entrer dans un discours, mais ça c'est un discours de gauche, de droite. Non, c'est pas ça. On doit être pragmatique. Qu'est-ce qu'il faut pour notre pays? Alors ce qu'il faut aujourd'hui à notre pays, c'est déjà développer les régions. Alors c'est vrai, les investissements, disons, dans les projets, alors l'investissement pour manger, pour alimenter, disons, les salaires, c'est une erreur, on est tout à fait d'accord. Mais maintenant, faire des investissements pour des projets, c'est bien, mais également des investissements dans l'infrastructure, c'est nécessaire. C'est-à-dire que vivre dans une Tunisie à deux vitesses, ça ne peut pas fonctionner éternellement. Avoir juste les régions côtières, plus Tunis, plus quelques grandes villes qui sont développées, et on fait à peine 15 kilomètres, on le fait tous les jours, nous, citoyens, on voit un peu les cités à côté, sans parler des autres, donc de toute la région dorsale nord-ouest, qui est complètement oubliée. Et là, même s'il y a eu, même par le passé, des efforts, disons, pour promouvoir ces régions-là, notamment au niveau des impôts, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, elle n'irait pas dans un endroit où elle ne pourra pas fonctionner dans un endroit où il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien.
Donc il y a cet effort d'infrastructure, c'est des dépenses publiques, mais qui sont à faire. Donc en Tunisie, je pense qu'on a besoin d'une économie qui soit régulée. Donc libérale, c'est-à-dire que voilà. Donc je finis sur ces paroles. Mais donc laisser la place à l'État pour empêcher qu'il y ait un libéralisme sauvage, donc, mais faire les choses d'une manière régulière. Merci Lilia. Voilà. Merci Eunice. Dans le vif du sujet prend fin pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi prochain, toujours à partir de 8h sur RTCI. Merci beaucoup à Hamdi Gnana pour sa collaboration technique. Mohamed Ali Cheib est là pour le flash de 9h. Votre ami Raphaël vous salue. Puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Eunice Moraï.